Bah, c'est bon. Vous devrez recevoir une notification disant que j'ai commencé à enregistrer pour permettre à nos autres amis qui ne sont pas là qu'on puisse avoir un replay. Donc, je disais aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue déjà sur le groupe Sommet qui est dédié à vous tous qui avez acquis, lu ou pas encore le livre Sommet. Et aujourd'hui, on a notre première conférence privée. Notre première conférence privée autour de l'intelligence émotionnelle et du professionnel africain. Je disais qu'on a tous entendu parler d'intelligence émotionnelle d'une façon ou d'une autre. On a lu des bouquins, on a participé à des séminaires certainement. Quelle sera donc la particularité de l'échange qu'on va avoir aujourd'hui? Aujourd'hui, on va appliquer l'intelligence émotionnelle à la situation du professionnel africain ou de la professionnelle africaine. Pourquoi? Parce que quand on parle d'émotion, quand on parle d'intelligence, il y a des critères culturels qui rentrent en ligne de compte. Et ces critères culturels-là ne peuvent pas être ignorés. Malheureusement, il n'existe pas pour l'Afrique en général, ou du moins il existe très peu pour l'Afrique en général, des études culturelles et émotionnelles, notamment sur des études sociologiques, je dirais. La plupart des théories qui sont développées, lorsqu'on vous dit 75% des personnes sont comme ça ou sont comme ci, sont généralement des théories développées en Occident. C'est là-bas que les études sont menées. Ce qui est bien cependant avec ce type de recherche et ce type d'outil qui est l'intelligence émotionnelle, c'est que en tant qu'être humain, ça s'applique vraiment, on va dire, à toute la panoplie d'êtres humains. Maintenant, quitte à nous, à savoir comment moi, en tant que professionnel africain, je dois me comporter. L'agenda va être assez court, assez court. Première des choses, nous allons voir les notions de base de l'intelligence émotionnelle. Ensuite, nous allons avoir la conversation intelligence émotionnelle et professionnelle africain. Et enfin, on verra 2 ou 3 techniques, comment on peut augmenter notre intelligence émotionnelle. Les notions de base de l'intelligence émotionnelle. Avant d'y arriver, définissons l'intelligence émotionnelle. Comme disait celui qui est le père de la notion, qui est Daniel Goldman, il disait que l'intelligence émotionnelle, c'est d'être intelligent avec ses émotions. C'est de mettre ses émotions au service de l'intelligence. Et il y a des notions de base. On ne peut pas parler d'intelligence émotionnelle si on ne parle pas d'émotions. Donc, on va avoir un petit point sur les émotions. Mais tout ça commence où? Et c'est quoi l'émotion? Ici, on a une image du cerveau parce que l'émotion, comme c'est défini, c'est, on va dire, c'est l'information que notre cerveau nous apporte pour attirer notre attention sur une situation qui requiert notre focus. Ça veut dire, un événement se passe, un événement a lieu, des signaux sont détectés, une émotion va monter pour qu'on soit focalisé sur ce qui se passe sur le moment. Donc, on peut retenir, pour simplifier, que l'émotion n'est rien d'autre que le signal que le cerveau nous envoie d'avoir à nous focaliser sur une situation ou sur un aspect de cette situation. En gros, donc, c'est vraiment le cerveau qui nous oblige à tourner notre regard sur quelque chose. OK? Et on verra, ça peut être, on a 6 émotions de base. On a 6 émotions de base et au travers de ces 6 émotions, on verra comment notre cerveau nous oblige à nous tourner vers cela. Et ces 6 émotions de base-là sont générées par le petit bout violet, pour ceux qui voient l'image, qui est l'amygdala, qui est la source dans notre cerveau, qui est la source de ce qu'on appelle les émotions primaires, qui sont des émotions qu'on a héritées, comme on dit, de l'évolution depuis des millions d'années. On vient au monde avec ces émotions-là. Mais on le verra, l'intelligence émotionnelle sera maintenant de savoir qu'est-ce que je fais de ces émotions, comment je les exprime, à quelle intensité, à quel moment, à l'endroit de qui et pour quel but. Voici
une personne qui est émotionnellement intelligente, voici les questions, ou on va dire, voici le cadre dans lequel elle va exprimer ses émotions. Donc, c'est quoi l'émotion d'abord? L'émotion, basiquement, c'est une énergie. On a une décharge hormonale qui va être une énergie qui va nous pousser à être en mouvement. Donc, elle est définie aussi comme une expérience psychophysiologique complexe. Psycho, pourquoi? Parce que, comme on l'a dit, les émotions viennent du cerveau. Physiologique, parce que les émotions ont un impact sur notre physique. Si on prend l'émotion l'une des émotions, comme on l'appelle la mère des émotions, qui est la peur. Lorsque vous avez peur, vous avez une décharge d'adrénaline, d'hormones, qui fait que tout votre corps va se raidir, va être prêt à avoir ce qu'on appelle le réflexe de fight or fly. C'est-à-dire, soit vous vous battez contre le danger que vous avez perçu et que le cerveau vous indique, soit vous fuyez. Donc, c'est pour ça que c'est psychophysiologique. On a peur dans la tête, ça vient dans le corps et ça change l'état de notre corps pour nous préparer à quelque chose. C'est aussi une émotion courte et brutale. Pardon, c'est aussi court et brutal. L'émotion, c'est court et brutal. C'est là où c'est différent des ressentiments ou des sentiments qui, eux, peuvent être le résultat d'émotions fortes, mais qui vont durer dans le temps. Et on le verra. Donc, l'émotion, c'est quelque chose qui vous tombe dessus brutalement. C'est pour ça qu'on entend, ah, il a eu un accès de colère, ou il a eu un fou rire, ou il a eu juste peur. C'est la brutalité du moment qui rend justement l'émotion difficilement contrôlable. Parce qu'on a toute cette décharge hormonale, on a tout ce changement physiologique et psychologique qui fait que si nous réagissons, on peut avoir mal réagi, ou aussi si nous ne réagissons pas, on peut se mettre en danger ou rater quelque chose. Qu'est-ce qui déclenche les événements? Bien, comme on l'a dit, qu'est-ce qui déclenche les émotions? Des événements extérieurs. Si je suis en train de traverser la route et qu'une voiture freine ou klaxonne, je vais sursauter de peur. OK? Événement extérieur. Quelqu'un peut me provoquer, quelqu'un peut me dire des choses méchantes et je vais me mettre en colère. Événement extérieur. Ou encore, mes simples pensées ou mes souvenirs peuvent générer de l'émotion. Le souvenir d'un être cher qu'on a perdu va générer de la tristesse. Donc, on a ces deux sources d'origine qui créent les émotions. Donc, ça peut être événement extérieur, événement intérieur, mais on y arrive. Et je vais vous parler dans cette première partie sur les émotions, des 6 émotions de base. C'est ce qu'on appelle les émotions, vraiment les émotions fondamentales, à partir desquelles on bâtit les autres émotions. Ici, vous avez ce qu'on appelle la fleur des émotions. Et les 6 émotions de base sont la joie, la colère, la peur, la surprise, la tristesse et le dégoût. Et à côté de ça, on a des émotions secondaires qui sont ici définies comme la confiance ou l'anticipation. Mais on verra ce que c'est. Il faut savoir que autant nous sommes des humains, autant nous passons au minimum de ces 6 émotions de base-là. Sauf que on ne va pas les exprimer de la même façon et c'est là où l'intelligence émotionnelle rentre en compte. Comment en tant qu'humain et en tant que professionnel, nous devons aborder ces émotions de base. Mais avant d'arriver à savoir comment on doit les aborder, disons une chose qui est importante sur les émotions. Les émotions sont innées, c'est vrai, elles sont en nous, on est avec, sauf que la façon de les exprimer dépend absolument du contexte culturel et des éléments culturels qui nous entourent, dans lesquels on a grandi. Prenons un exemple concret. Et ça, je vous renvoie à regarder votre propre état émotionnel. Quand je me vois souvent réagir
à certaines situations émotionnelles, j'ai l'impression de voir mon père, par exemple. Quand je me vois réagir dans certaines situations, j'ai l'impression de voir ma mère. Donc, je me rends compte que autant les émotions sont innées, autant la façon dont je les exprime, je l'ai emprunté à l'environnement, à la façon dont j'ai vu. Pardon, à l'environnement dans lequel j'ai vécu. C'est pour ça qu'on nous dit que, pour prendre un cas extrême, des enfants qui ont vécu dans un environnement de violence familiale vont avoir tendance à exprimer leur colère de façon violente. Et à l'opposé, lorsqu'on a grandi dans une famille où les colères n'étaient pas exprimées de façon violente, on va avoir tendance à les exprimer différemment. Ce point-là, il est important pour la suite de tout ce qu'on va dire. Et c'est là où chacun doit faire le point sur d'où est-ce que lui vient la façon d'exprimer ses émotions. Je ne dis pas d'où viennent les émotions, hein, parce que comme on l'a vu, les émotions sont en nous, c'est quelque chose d'inné, elles sont provoquées par des événements extérieurs ou intérieurs, mais la façon de les exprimer. Et toute l'intelligence émotionnelle consiste non pas à ne pas avoir d'émotions. Et c'est là où souvent il y a des erreurs. Les gens disent, non, 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 il ne faut pas que tu aies des émotions. Non. Tu ne peux pas ne pas avoir d'émotions. Si tu n'as pas d'émotions, tu as ce qu'on appelle... OK. Si tu n'as pas d'émotions, il y a ce qu'on appelle, tu as un déficit. Par exemple, il y a des bactéries qui ne grandissent que dans le ventre des chats. OK? Et ces bactéries-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles infectent les souris, de sorte que la souris n'ait plus peur du chat, et donc se rapproche du chat et se fait manger par le chat pour que la bactérie se finisse dans l'estomac du chat. C'est assez vicieux comme manipulation mentale, mais c'est cela. Donc, dire qu'on n'a pas d'émotion, ça relève souvent du déficit. Maintenant, je ne dis pas qu'on a tous des émotions pour les mêmes choses. On n'a pas tous la même réaction face aux mêmes stimuli, comme on l'appelle. Le stimuli, c'est l'événement qui déclenche l'émotion en nous. Je veux qu'on réfléchisse chacun à se dire, si on a vu les émotions de base, je remonte un peu, voilà. La façon dont j'exprime ma joie, ma peur, ma surprise, ma tristesse, mon dégoût ou ma colère, d'où est-ce que ça me vient? La façon dont je l'exprime. Et pour ceux qui ont vécu dans un environnement, demandez-vous si ça ne fait pas partie d'un héritage de votre environnement. Et l'exercice ici, c'est pour ceux qui le peuvent, c'est de prendre une feuille blanche, d'écrire chacune de ces 6 émotions de base, okay? Et puis de dire, par exemple, commençons par la colère, qui est l'émotion sur laquelle on va se focaliser après, qui, en entreprise, peut résulter en des dommages quand même. Ou en de bonnes choses, hein, parce que souvent la colère aide aussi à faire avancer les choses. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Donc, je prends la colère. J'écris, quand j'exprime ma colère, est-ce que je ressemble à un de mes géniteurs, à une personne avec qui j'ai grandi, à un environnement dans lequel j'ai grandi? D'accord? Et pourquoi ces questions-là? Pour faire votre autodiagnostic. Et vous vous rendrez compte qu'on replique souvent et même très, très souvent ce qu'on a hérité de notre environnement. Et l'expression des émotions, c'est ça. À partir de ce moment, qu'on se retrouve en entreprise, on se retrouve avec 100, 200, 300 personnes, des milliers de personnes qui chacun a eu à gérer l'expression émotionnelle dans des environnements différents. Donc, imaginez-vous ce que ce serait alors. Si chacun vient, moi, par exemple, j'ai une tendance j'ai grandi dans une famille, disons,
qui exprime sa colère. Et généralement, on dit, ah, moi, je dis ce que je pense. C'est bien. J'ai en face de moi quelqu'un qui a grandi dans une famille où la colère est plus. Vous voyez, si vous regardez sur la branche de la colère, juste, je ne sais pas si on voit mon curseur, c'est le rouge. Dans le rouge, vous voyez qu'il y a 4 niveaux, il y a 3 niveaux, pardon, de degrés de colère. On a l'agacement. Avant d'être en colère, on est agacé d'abord. Okay? Il y en a qui ont vécu dans des environnements où, quand ils montrent l'agacement, l'autre en face comprend que la personne est déjà en colère ou dans la route de la colère. Il y en a qui passent vraiment à la colère et il y en a qui passent à la rage, qui sont les 3 degrés d'intensité de l'émotion colère. Il est clair qu'on va éviter d'aller à la rage. Mais on l'a déjà vu. Pour ceux qui ont eu la chance, comme moi, d'être dans des réunions où certains collègues sont devenus totalement fous, impossible à arrêter. Il y a des réunions où les gens y vont jusqu'aux échanges violents, tant verbalement que physiquement. Donc, vous voyez, une émotion, elle a une intensité. Et tout ce qu'il va s'agir de faire aujourd'hui, c'est de dire comment est-ce que je l'exprime, à quelle intensité, dans quelles conditions, vis-à-vis de qui et pour quel but. Et nous le verrons. Donc, posez-vous cette question-là, personnellement. D'où me vient ma façon d'exprimer mon émotion? On connaît des gens qui sont très, très calmes, qui ne s'énervent pas ou qui n'expriment pas leur énervement. On connaît des gens qui ont très peur, elles sont comme ça. Et quand elles se rendent compte, généralement, le père avait peur ou la mère avait peur ou on a vécu dans un environnement tellement risqué qu'on a inclus la peur comme un élément de survie. Parce que n'oublions pas, et je le rappelle, nos émotions sont là pour notre survie et pour notre motivation. Quand j'ai peur d'un danger qui est capable de me faire du tort. Que cette perception soit réelle ou soit ma perception simplement, la peur est là pour me protéger. Pareil pour la colère. La colère également est censée me protéger. Le dégoût également. Le dégoût, c'est tout ce qui me protège contre la contamination morale ou la contamination bactériologique. Le réflexe de dégoût, c'est cela. Quand vous voyez une nourriture qui ne vous paraît pas fraîche, qui vous paraît, on va dire, décomposée, vous avez du dégoût parce que votre corps vous dit, attention, il y a des bactéries dans cela. Il y a des bactéries qui peuvent être nuisibles à votre santé. Pareil, quand moralement, quelqu'un a une attitude qui est censée vous contaminer, par exemple, quelqu'un use d'attitude morale, que ce soit le mensonge, que ce soit le vol, qui vous dégoûte, en gros, vous rejetez, vous vous protégez contre cela. Okay? Donc, chaque émotion a un objectif bien précis, y compris la tristesse. La tristesse vous indique un manque. La tristesse vous indique un manque. Quelque chose que vous allez manquer ou dont vous manquez. C'est pour ça que la tristesse est l'émotion première dans le deuil, quand on perd quelqu'un. Okay? La peur, bien sûr, la peur, c'est comme on dit, c'est la mère des émotions. Elle vous invite un danger physique ou moral, souvent aussi, qu'il faut éviter. Donc, nos émotions sont là pour nous aider. Comment on les exprime, à quelle intensité, ça dépend de notre environnement. Et c'est là où on en arrive aux 5 éléments de l'intelligence émotionnelle. On va les passer en revue. Les 5 éléments de l'intelligence émotionnelle. Le premier élément, c'est le self-awareness. C'est ce qu'on vient de faire tout à l'heure. On vient de se dire, le self-awareness, c'est d'être conscient de ses propres émotions. Jusqu'où est-ce que vous êtes conscient de votre propre état émotionnel? Et c'est cet exercice qu'on a fait, de passer en revue les émotions de base
de passer en revue les émotions de base, de dire quel est mon rapport vis-à-vis de la colère. Okay? Est-ce que je suis quelqu'un qui se met facilement en colère, difficilement en colère? Qu'est-ce qui fait que je tombe dans la colère? Quel est mon rapport vis-à-vis de la joie? Quel est mon rapport vis-à-vis de la peur? Quel est mon rapport vis-à-vis de la surprise? Je connais un ami, il est tout le temps surpris. Tout ce que tu lui dis, il est surpris. OK? C'est un état émotionnel. Voilà. Donc, le self-awareness, c'est d'être conscient des émotions dominantes que vous avez, parce que ces émotions-là, vous allez les transporter dans le monde du travail. Okay? Ensuite vient la motivation. Les émotions et l'intelligence émotionnelle. Donc, je suis conscient des émotions dominantes que j'ai ou qui me dirigent. Je peux être quelqu'un de colérique, donc on va dire que j'ai une situation, je préfère utiliser ce terme-là, avec la colère, avec l'expression de ma colère. Je peux être quelqu'un de très peureux, et ça va impacter sur ma façon de prendre des risques, ma façon d'être entrepreneur au travail ou ailleurs. Peut être quelqu'un de profondément triste, qui est mélancolique, et donc qui va jouer sur le niveau d'énergie que je vais dégager au bureau. On va me trouver peut-être pas sympathique, pas quelqu'un qu'on approche facilement, ainsi de suite. Donc, il faut être conscient de cela. La deuxième des choses, les motivations. Nos émotions nous aident. Voilà, je vais passer. Donc, on va conscience de soi, comprendre ses émotions et ses intuitions. La deuxième chose, avant d'aller aux motivations, c'est l'autorégulation. Jusqu'où pensez-vous être au contrôle de vos émotions et de vos impulsions? Parce que personne ne va les réguler pour vous. C'est vrai que souvent, des conditions extérieures nous obligent à avoir des attitudes régulées et maîtrisées, mais tout l'exercice consiste à dire j'ai des émotions, c'est vrai, mais je ne dois pas les exprimer de n'importe quelle façon, n'importe quand et n'importe où. Donc, l'autorégulation. Et ça, c'est l'un des éléments clés de l'intelligence émotionnelle. Je suis en colère, mais je sais, par exemple, on n'a pas le temps aujourd'hui, sinon on serait allé sur chacune des émotions et on aurait vu quel est l'exercice d'autorégulation. Par exemple, la colère, c'est connu. Les exercices de respiration aident à juguler la colère. Parce que n'oubliez pas, l'émotion est une énergie brusque et brutale qui vous submerge. Donc, la colère, c'est vraiment, si vous arrivez à respirer, il vous faut cette demi-seconde ou 7 secondes ou ces 2 secondes-là pour vous permettre d'échapper à la colère. C'est de tout ce dont on a besoin. Donc, pour la colère, c'est l'exercice de respiration. Quand vous êtes en colère, prenez une grosse bouffée jusqu'où vous pouvez inspirer. Bloquez l'inspiration le plus longtemps possible et puis relâchez tout. La preuve, quand vous êtes en colère, vous vous rendez compte que vous commencez à respirer beaucoup plus vite. C'est le signe d'agressivité. C'est un signe d'agressivité. Et donc, ça peut vous aider. La colère, si vous pensez colère, si vous êtes énervé, respiration. Gérez votre respiration. J'inspire, je bloque le plus longtemps possible, donc ça régule tout mon état intérieur et puis j'expire. Donc, l'autorégulation, c'est important. On n'a pas le temps de rentrer dans tout le détail, mais pensez que vous êtes le maître de vos émotions. Ensuite, ce à quoi servent vos émotions, c'est de vous motiver. Par exemple, les émotions de joie sont faites pour que vous puissiez répliquer le succès que vous avez eu. Et d'où le fait pour des managers, pour des gens qui gèrent des équipes ou même qui sont des collègues, de dire bravo. Le fait de dire bravo pour quelque chose qui a été bien fait, vous générez une émotion de joie qui fait que la personne a tendance à rester motivée et à recommencer ou à reproduire ce succès-là. Donc, vos émotions aussi vous servent à la motivation. On connaît des cas extrêmes de motivation qui prennent leur source dans la colère, par exemple. Donc, il va s'agir d'une colère non violemment exprimée,
mais qui va vous donner l'envie de revanche. Et à force de vouloir prendre votre revanche, bah, la personne va travailler beaucoup plus dur, va démontrer qu'elle peut. Ou ça va prendre la source dans la tristesse. Vous avez échoué sur un pan, vous avez été tellement triste, et puis vous vous dites, ça ne va plus jamais m'arriver. Donc, chacune de vos émotions peut être tournée finalement en un élément de motivation. Et ça c'est important. Ça, c'est important. Le quatrième aspect de l'intelligence émotionnelle, c'est l'empathie. L'empathie, c'est votre aptitude à comprendre l'autre, à identifier ses désirs, ses besoins et à pouvoir on va dire, vous mettre dans ses chaussures. Comme dit l'adage, ne juge personne si tu n'as pas été dans ses chaussures pendant au moins 2 lunes. Donc, être empathique, ce n'est plus regarder les choses de votre côté, c'est de regarder les choses du côté de l'autre, mais du côté émotionnel de l'autre. Vous allez vous poser la question, pourquoi il a fait ça? C'était quoi ses motivations? Mais pas dans le sens de il a raison ou il a tort. C'était quel état émotionnel dans lequel il était. Et si vous apprenez, et si on apprend à être empathique, ça ne veut pas dire qu'on va accepter tout ce qui va se passer, mais au moins on va comprendre dans quel état émotionnel l'autre est. Surtout, on va détecter son état émotionnel pour pouvoir agir autrement. Je reviens ici pour la dernière compétence. D'accord? Donc, on a vu le self-awareness, on a vu l'autorégulation, on a vu la motivation, on a vu l'empathie et on a vu le social skills. Pardon, on appelle ça les aptitudes sociales. L'intelligence émotionnelle vous permet, quand vous comprenez vos émotions, de comprendre les émotions de ceux qui sont en face de vous. Est-ce que vous savez lire l'émotion de celui qui est en face de vous? Si vous apprenez à lire l'émotion de celui qui est en face de vous, vous allez développer de meilleures relations sociales. Parce qu'on le dit toujours, ce dont les gens se souviennent, ce n'est pas de ce que vous avez dit, c'est de comment est-ce qu'ils se sont sentis dans votre présence. Ce qui fait que quelqu'un a envie de vous revoir. Ce n'est pas que vous soyez érudit, ce n'est pas que vous connaissiez tout ce qui se fait ou que vous soyez parfait. Non, c'est est-ce que quand elle était dans votre présence, elle s'est sentie confortable, elle s'est sentie rassurée, elle s'est sentie en sécurité, elle s'est sentie comprise, elle s'est sentie écoutée. Et c'est cet aspect de l'intelligence émotionnelle qu'on appelle le social skills, vos aptitudes sociales à connecter. Si quelqu'un peut me dire si on m'entend jusqu'à présent et si ce que je dis s'entend. On t'entend, Patrick. Oui, on vous entend. Parfait, merci. Donc, ce sont les différentes composantes de l'intelligence émotionnelle. Ce qu'il faut retenir, si je dois abréger tout ça, c'est de dire à quel niveau je me connais moi-même émotionnellement et comment j'arrive à contrôler mon émotion, à gérer mes émotions. Donc, vous avez chacun de nous un gros exercice de gestion de ses propres émotions. Parce qu'ici, on ne peut pas tous les passer en revue. Chacun a ses émotions qui lui font, qui sont ses tourments. Ensuite, comment j'utilise mes émotions pour me motiver? Comment je sais aussi m'identifier aux autres? C'est-à-dire, je sais que quelqu'un souffre. Et je vais vous donner l'exemple que j'ai eu. Je devais une fois renvoyer une de mes amies. Elle avait eu une attitude en entreprise qui constituait une faute lourde et je devais la renvoyer. Et c'était à moi de lui donner sa lettre de licenciement. Il m'a fallu faire la distinction entre la faute que la personne a faite et puis l'empathie. Ça veut dire, j'ai compris que, écoute, à partir de maintenant, tu ne vas plus avoir de job, ça va être difficile et tout ce que tu veux. Je me suis mis à sa place. Pour dire, c'est pour ça qu'on dit on ne tire pas sur une ambulance ou on ne tire pas sur quelqu'un qui est à terre. Je me suis mis à sa place, je me suis mis dans son attitude et j'ai choisi les mots
qui lui ont permis, c'est vrai, de perdre son emploi parce qu'elle n'avait pas eu la bonne attitude, mais de ne pas la détruire plus que ça. Donc, de lui donner des mots d'encouragement. Et aujourd'hui, on est resté amis. On est resté amis. Donc, l'empathie, ça aide à cela. Or, souvent, on s'arrête sur telle a raison, telle a tort. Les émotions, ce n'est pas comme ça. Les émotions, c'est un peu plus profond que ça. Et maintenant, le social skill, ça nous permet de savoir comment on se comporte en société, comment, au cours d'un cocktail business, comment il faut parler avec les gens, comment aller vers les gens. Je connais beaucoup de professionnels qui vont à des cocktails et qui restent dans leur coin ou qui ne parlent qu'aux gens qui connaissent. Je vous en supplie, les cocktails sont faits justement pour briser la glace, pour vous permettre d'aller vers d'autres personnes. Et moi, ça a été très important à une période de ma vie. On était allé à Philadelphie et sur 300 personnes, ils ont organisé un jeu qui était de dire qui allait parler à plus de personnes. J'ai surmonté ma peur et puis ce jour-là, j'ai dû parler en 48 heures ou 72 heures. J'ai dû parler peut-être à 300, à toutes les 300 personnes, soit directement, soit indirectement. Et puis, donc, j'ai eu le prix. Et toutes ces connexions que j'ai créées là, jusqu'à aujourd'hui, me suivent positivement. Parce que je reçois encore des mails de gens qui disent « Ah, c'était vieux à Fila » et ainsi de suite. Et ça a super aidé à m'intégrer dans l'entreprise où je suis. Ceci dit, nous allons maintenant aller discuter de la chose la plus importante. À la différence du quotient intellectuel, le quotient émotionnel peut s'améliorer. C'est une question de point de vue. C'est ça la bonne chose. Ceux qui sont devant leur écran, est-ce que vous voyez un cube? Mettez un pouce si vous voyez le cube. Parfait. Quelqu'un peut m'écrire, je pense qu'il y a un onglet chat. Quelqu'un peut m'écrire s'il voit le cube orienté vers le haut ou bien s'il voit le cube orienté vers le bas. On va faire ce petit exercice-là. On voit ce que je veux dire? OK. Je pense que... Allô? Moi je n'arrive pas à écrire dans le chat, mais je vois le cube orienté vers le haut. Tu vois le cube orienté vers le haut. Je pense que j'ai un petit problème avec mon chat. On me dit on n'arrive pas à le refresh. Pareil pour moi. D'accord. OK. On va le faire différemment. Ah non, mais il y en a qui arrivent à écrire. Bon. D'accord. On voit, j'ai Charles vers le haut, vers le haut, vers le haut. Il y a Segbeya qui dit vers le haut ou vers le bas, c'est selon, vers le haut, dans le sens de l'angle, orienté vers le haut, vers les deux. Voilà. L'exercice est que ce cube-là, il peut être vu soit vers le bas, soit vers le haut. Donc, tous ceux qui l'ont vu vers le haut, je vous demande maintenant d'essayer de le voir vers le bas. Est-ce que vous y arrivez? En principe, il devrait pouvoir changer sous vos yeux. Quelqu'un peut me dire s'il y arrive? Si, c'est bon pour moi. Vers le haut et vers le bas maintenant. Super. Super. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit? Le cube n'a pas changé. L'image n'a pas changé. C'est notre perspective qui a changé. Et il va en être pareil pour la gestion de nos émotions. Nos émotions elles-mêmes ne vont pas changer. C'est la façon dont on va les projeter, dont on va se projeter. C'est le choix qu'on va faire de les orienter à gauche ou à droite selon l'intensité qui va faire la différence. Et on reviendra tout à l'heure très vite sur le point de l'intensité. Donc, cet exercice-là, c'est juste pour vous dire, c'est nous qui changeons. Ce n'est pas la réalité qui change. Absolument, Sarah. C'est notre façon de voir les choses qui changent. Et on en vient maintenant à aller un peu plus en détail sur les émotions et le professionnel africain.
Bon, j'ai mis professionnelle africaine, j'ai manqué un L et un E. Je vais aborder avec nous, et là, j'aurais besoin de vos témoignages, ce serait bien, aborder la question de certaines émotions, des émotions de base, ok, par rapport à nos cultures, par rapport à notre environnement. La première des choses, c'est la tristesse. Dans nos cultures africaines, les tristesses ne s'expriment pas de la même façon. Si je prends... Okay, voilà, là, je vois tout le monde. Si je prends la tristesse dans des cultures, dans certaines cultures, on va te dire, par exemple, quand tu perds un premier enfant, il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas exprimer ta tristesse, sinon ça va porter malheur. Qui dit qu'il n'a pas compris l'exercice? Claes dit qu'il n'a pas compris l'exercice du cube. On va revenir dessus tout à l'heure. Ici, je veux avoir des exemples. Dans la culture de qui, par exemple, la douleur doit être réprimée? Par exemple, est-ce que vous avez déjà entendu qu'une femme enceinte ne doit pas, à l'accouchement, crier? Sinon, si elle crie et qu'elle pleure, tous ses autres accouchements seront difficiles. Qui peut me partager un peu? Marina, tu peux nous dire, oui? Alors, c'est par rapport à la tristesse qui est exprimée de manière différente. Quand tu perds un premier enfant, comme on le dit, il n'y a même pas de funérailles. Moi, je suis de l'Ouest, de la Côte d'Ivoire. On sait comment nous on fait les funérailles. Mais quand tu perds un premier enfant, il n'y a pas tout ça. On te demande de même pas pleurer, d'être fort et tout. Et on enterre même limite rapidement, quoi. Par contre, quand tu perds ton mari, tu dois te présenter comme une famille qui est vraiment désolée, qui est triste. Tu dois vraiment pleurer. Sinon, si tu pleures pas trop, on va dire que peut-être que c'est toi qui l'as tué, mais que tu n'as pas trop mal et tout. Donc, voilà un peu les deux exemples que je peux donner. Merci beaucoup. C'est très pertinent. Je sais qu'on a le même type de réaction pour des cultures à influence musulmane, si je ne me trompe pas, où on ne doit pas exprimer sa tristesse d'une certaine façon. On n'est pas autorisé à aller pour certaines, Ablacé à la main levée. Vas-y, Ablacé. Oui, merci beaucoup, Patrick. C'était effectivement pour confirmer le point au niveau des cultures musulmanes. Par exemple, quand il y a un décès, dans certaines de nos cultures, on se met à crier, à pleurer. Mais dans la culture musulmane, c'est interdit. On dit qu'en pleurant beaucoup, en criant, on ne permet pas à la personne de se reposer en paix. C'est cela. Merci. Merci beaucoup. On va prendre Aimi, qui a levé la main, et puis on va aller sur une deuxième émotion. Et tout ça, on va faire le lien avec le monde professionnel et on verra comment ça nous impacte. Aimi? Alors, moi, c'est au niveau de la culture, du coup, où si tu perds ton premier enfant, tu es obligé, c'est toi-même qui laves le cadavre de l'enfant. Il faut être assez fort pour ne pas que ça arrive une deuxième fois, en fait. Donc, voilà. Tout à fait. Merci. Intéressant à apprendre parce que ce qui va se passer, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, nos émotions sont fils de notre environnement. C'est l'environnement qui va dicter nos émotions. Ce qui va se passer selon votre culture, quand vous allez arriver en entreprise, vous allez avoir tendance à répéter la même chose. Je connais des gens qui ne seront pas capables d'exprimer leur tristesse vis-à-vis de leur management. Parce que peut-être qu'ils viennent d'une culture où la tristesse ne s'exprime pas. C'est preuve de faiblesse. Et donc, du coup, quand ils arrivent dans des entreprises où on te dit, si tu ne te sens pas bien, il faut le dire, c'est difficile pour eux. Voilà. On a d'autres aussi d'autres cultures où la tristesse s'exprime. Et donc, du coup, quand la personne n'est pas bien dans la tête, elle se sent libre d'aller voir son manager pour lui dire, écoute, je ne suis pas bien dans ma tête, voici le problème que j'ai.
Pourquoi ce lien-là? Parce que ça impacte énormément. Je me souviens de ce que disait mon mentor qui est péruvien. Et il disait toujours qu'il a eu affaire à des professionnels venant d'Afrique subsaharienne et il nous trouvait timides. Il nous trouvait timides parce que on n'exprime pas forcément notre tristesse. On n'exprime pas forcément ça comme l'attend, comme s'y attend la culture américaine où I'm not happy, I want more. Voilà. Donc, il est important que vous fassiez ce lien-là entre quel est mon état culturel et quelle est la culture de l'environnement. J'en viens à la deuxième émotion sur laquelle j'aimerais votre avis, qui est la désapprobation, notamment vis-à-vis des aînés. Et ça, c'est se montrer plus d'une fois comme étant un frein pour le professionnel africain. Je connais beaucoup de collègues, on sort de réunion, il a toutes les réponses, et quand tu lui demandes, mais pourquoi tu n'as pas dit, il ne sait pas pourquoi il n'a pas dit. Quelqu'un peut me dire, dans sa culture, dans son environnement, est-ce qu'il est libre d'exprimer sa désapprobation vis-à-vis des aînés? Et est-ce que oui ou non, ça l'impacte dans son travail? On a Ablacé qui a levé la main. Quelqu'un l'entend? Moi, je ne l'entends pas très bien. C'est un peu entrecoupé. Vas-y. Faiblement, très faiblement. Je ne sais pas si là, c'est bon. Là, c'est bon, oui, c'est beaucoup mieux. Donc, je disais que c'est ce qu'on vit au quotidien parce que parfois, on se retrouve dans des réunions où, dès que, en tant que responsable, tu fais l'erreur de t'exprimer en premier, tu n'as aucune expression de la part de tes collaborateurs ou de tes collègues N-1, parce qu'on dit que le responsable ou le patron, il a déjà parlé. Je ne peux pas donner un avis différent. C'est vraiment assez fréquent dans nos environnements. Et souvent, on explique comme étant un signe de manque de respect vis-à-vis de sa hiérarchie. Et ça, c'est vraiment des freins au développement parce qu'on se retrouve souvent dans certaines situations où les gens ne donnent pas leurs avis alors qu'ils ont des avis très pertinents. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. On a Marina qui... Tu veux faire un commentaire? Ah oui, c'est un peu ce que M. Ablacé vient de dire. Moi, c'est encore double parce que j'ai aussi ma culture chrétienne qui dit qu'on respecte l'autorité. Du coup, bon, et le chef a toujours raison. Donc, je suis vraiment conditionnée par ça dans mes rapports avec mes supérieurs. Souvent, ils n'ont pas raison, mais bon, je me tais. Et puis bon, après, quand devant, ça cogne. Bon, on refait après en groupe, quoi. Mais je n'ose pas, en tout cas, contredire mes parents à une réunion. Mes patrons, pardon, à une réunion. Non, le lapsus, il est révélateur, en fait. Quand tu dis mes parents, c'est très révélateur de comment, c'est vrai que c'est un lapsus, mais de comment on se projette. Voilà. De comment on se projette. Et c'est tout l'intérêt de la session d'aujourd'hui. Avant de continuer, Aïmi, tu as toujours la main levée. Tu voulais intervenir ou bien ça vient de l'autre fois? Non, ça va. C'était l'autre qui était resté. OK, parfait. Donc, c'est tout l'intérêt de cela. C'est tout l'intérêt de nous sommes Africains, nous devons comprendre nos circuits mentaux. Je vais dire notre façon de penser. Et donc, si on comprend qu'on est venu inconsciemment avec l'idée de on ne contredit pas le chef, mais ça, c'est une culture qui ne va pas nous faire prospérer forcément en entreprise. Sauf bien sûr si tu as une entreprise de Chapalo, quelque part derrière Ferke-Tsedougou ou bien à Bobo Dioulasso, où c'est la culture de l'endroit de ne pas contredire, ça va passer. Mais lorsqu'on arrive dans des cultures européennes, américaines ou ailleurs, on est souvent confronté justement à ça et
les gens l'appellent la timidité. Et ça fait que, un, on n'est pas visible en réunion parce qu'on ne veut pas contredire le patron. Et ça ne contribue pas à élever notre profil. D'accord? La deuxième chose, c'est je vais aller sur la culture de la joie, l'expression de l'émotion de joie. On a des cultures où parler de soi est mal vu. Et Marina disait tout à l'heure, ça se mêle non seulement dans nos cultures traditionnelles. Quelqu'un qui est d'une culture où il y a des griots, il est mal vu de parler de soi, parce que le griot ne parle pas de lui-même déjà, et il faut toujours trouver un griot pour parler de soi. Donc, inconsciemment, cette personne, elle va venir en entreprise, elle va travailler super bien, mais elle va avoir du mal à se mettre en avant. Parce que quand tu vas lui dire, mais parle de ce que tu as fait, elle va se dire, non, mais mon patron sait, mon patron voit. Mais au fond, il s'agit d'une émotion de joie qu'on reprime ou qu'on veut voir venir de quelqu'un d'autre. Et ça a bloqué beaucoup d'avancements, notamment quand quelqu'un a besoin de quelque chose. Je veux dire, j'ai besoin d'une promotion. Moi, c'est très récemment, depuis un certain temps, j'ai appris à demander, quand j'ai fait quelque chose de bien, à demander une promotion. Voilà, à demander une promotion. Mais ça a été, il a fallu prendre sur moi. Parce qu'on a toujours ce truc, ce propos derrière qui dit oui, soyez humble, soyez ceci. Et donc, on est limité. Alors qu'on voit d'autres gens qui ne font même pas la moitié de ce qu'on fait, mais qui, comment on appelle ça, se vendent, mais à prix d'or. Et ça, c'est important. Et c'est là où nous, en tant que professionnels africains, on s'assoit et puis on se demande quels sont les éléments limitants dans ma façon de ressentir les choses. Et je veux savoir si quelqu'un parmi nous a du mal à faire savoir les bonnes actions qu'il fait, qu'il ou elle fait. Quelqu'un pour écrire ou pour me dire ça? Je veux que cet aspect-là soit un peu interactif. On va peut-être dépasser l'heure on va peut-être dépasser l'heure donc, il y a Yao qui dit c'est courant dans la mentalité anglophone, ils savent faire feu de tout type de bois. Absolument. Le gars, il n'a rien fait souvent, mais voilà. Il y a Jacob, par contre, qui dit je suis tout l'inverse, j'en parle avec mes supérieurs, ce qui est très bien. OK? Et l'exercice ici, c'est vraiment de nous faire prendre conscience de ça et d'arriver à dire la réaction que je suis en train d'avoir, est-ce qu'elle est la mieux appropriée pour l'environnement? On va aller avec la dernière émotion que j'ai sélectionnée. Hein. Comme vous savez, c'est la colère. Quand vous êtes en colère, est-ce que vous vous permettez de l'exprimer ou est-ce que vous vous renfermez sur vous et vous vous laissez ronger par la colère? Et la colère, on l'a dit, il y a plusieurs degrés de colère. Hein. Ce n'est pas forcément la rage qui est le degré extrême. Je reviens sur la fleur des émotions. Là. Si on prend la colère, on a l'agacement. Avant d'être en colère, on est toujours un peu agacé. Il y a Sarah qui dit oui, je ne sais pas vraiment me vendre. J'estime que mon travail parlera pour moi. Grande erreur classique. Nos travails sont silencieux. Donc, il faut leur donner un peu de voix. Mais ça c'est un autre chapitre. Mais également, ça relève de ce qu'on disait. Merci pour ce partage. J'en viens à la dernière émotion qui est la colère. La colère, on a d'abord l'agacement. Et je le vois beaucoup. Je le vois beaucoup. Tu te rends compte de gens qui sont agacés et qui n'arrivent pas à en parler. Ou du moins, ils n'en parlent pas à la personne qu'il faut. Il y a une situation avec votre supérieur hiérarchique, généralement c'est le cas, ou avec un collègue qui vous agace et vous n'arrivez pas à en parler. Ou bien, il y a des gens qui passent de l'agacement
à la rage. Ça veut dire, ils en parlent trop, ils en font trop pour quelque chose qui est encore au niveau de l'agacement. Ou il y a des gens qui en réunion ont toujours l'impression d'être en colère. Même quand ils disent quelque chose qui est posé. Et je le disais à une de mes collègues directrices, je dis, tu sais, la différence entre toi et moi, on dit la même chose. Mais toi, la façon dont tu le dis, on a l'impression que tu es en train de te battre. J'ai un ami comme ça avec qui on joue au basket, c'est pareil. Quand il parle, tu as l'impression qu'il est en colère. Et quand tu lui dis, mais arrête de crier, il dit, je ne crie pas. Bon, nous tous qui nous mettons en colère, on dit toujours ça. Quand tu nous dis d'arrêter de crier, on dit on ne crie jamais. Alors que ce qu'il faudrait qu'on dise, c'est qu'on ne s'entend pas crier. Donc, dans l'expression de notre colère, il faut qu'on fasse attention. Première des choses, si vous êtes agacé, apprenez à l'exprimer. Mieux vaut l'exprimer au moment de l'agacement que d'attendre la rage pour exploser. Et comme quelqu'un le disait, ça va toujours crescendo. Ça va toujours crescendo. Mais notre culture fait qu'il y en a qui ne vont jamais exprimer leur colère. Quand le patron est là, on avale tout et puis derrière, on le critique. Donc, le pauvre patron, Liliane, tu as la main levée, vas-y. Moi, je suis de ton avis, hein, Patrick, bonjour aux autres. J'ai même expérimenté ça, j'étais au niveau de l'agacement, j'ai jamais parlé, j'acquiesçais, et je passais au stade supérieur, on va dire, et en pleine réunion, j'ai fait une durée. Tu es devenu totalement inarrêtable, quoi. Voilà, mais au moins, parce que pour moi, c'est des gens qui voient que c'est insupportable ce qui est en train de se passer, mais ça continue. Et je pense que aussi, en fonction support, donc le département juridique est souvent acculé. Tu vois, ils n'arrivent pas à comprendre forcément que c'est beau expliquer, beau reprendre. Mais par contre, après d'avoir pété cette durée, je pense qu'ils ont compris comment aujourd'hui s'adresser à mon département, comment faire les demandes et tout ça. C'est un peu, je pense que par moment, c'est pas mauvais d'arriver au niveau de l'agacement. Même si, après tes explications, je prends sur moi que dès le début, dès que la colère commence, je prendrai le temps d'en parler avant d'arriver au stade de non-retour. Parfait, merci pour ce partage. Et je suis bien placé pour savoir ce que souffrent les juristes. Et là, tu me permets de rebondir, de dire quelque chose qui est très important. Et on l'a dit, peut-être que tu nous as rejoint un peu plus tard. Le problème n'est pas d'avoir des émotions. Le problème, c'est, comme disait, c'est Aristote qui le disait, c'est d'être capable de les exprimer selon le bon degré, au bon moment, et diriger vers la bonne cible. Donc, effectivement, souvent, il faut jouer de la colère. Mais je dis jouer de la colère, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être vraiment en colère. Il faut jouer de la colère. Regardez un peu les métiers qui savent jouer de la colère sont les métiers les mieux... Pas de la colère. Les métiers qui savent jouer des émotions sont les métiers où on gagne le plus d'argent. Si tu prends acteur de cinéma, voici des gens qui sont capables de reproduire des émotions. Au point de vous communiquer ces émotions-là. Je me souviens de tous ceux qui ont pleuré pour Titanic. Moi, c'était E.T., l'extraterrestre, qui m'a fait pleurer quand il voulait mourir. Là. Ben, pour dire, on passe par des émotions telles que c'est savoir répliquer les émotions, mais être au contrôle de ces émotions. Et pour aller dans le même sens que toi, Liliane, je me souviens qu'en début de carrière, j'ai simulé une émotion de colère vis-à-vis d'une collaboratrice, donc, qui était ma supérieure hiérarchique, justement pour qu'elle me laisse en paix. Mais j'étais au contrôle de mes émotions. Par contre, tu as des personnes qui sortent de leur gond. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas laisser l'émotion nous conduire. C'est comme un patron qui vient en réunion et qui est fâché. Tu as deux types de colère. Tu as la véritable colère où il n'est plus au contrôle. Là, il risque de casser des choses. Mais tu as la colère qui va simuler, qui va faire jaillir parce qu'il veut obtenir un résultat. Donc, on l'a vu dans le cycle de l'intelligence émotionnelle, c'est comment je régule mon émotion. Ça nous permet
de faire le saut dans un dernier pavé, je pense qu'on peut le regarder en 5 minutes, qui sont comment est-ce qu'on pense et qui influence négativement nos émotions. Il y a ce qu'on appelle les erreurs de... En matière de sciences cognitives, on appelle ça les pensées dysfonctionnelles. On a des façons de penser qui font que nos émotions ne sont pas maîtrisées et nous créent des problèmes. Donc, je veux qu'on y arrive. Ça va vraiment beaucoup nous aider. Voilà. Ce que j'appelle les modes de pensée à surveiller. Les modes de pensée à surveiller. Le premier mode de pensée qu'on revoit beaucoup en entreprise, c'est le catastrophisme. C'est-à-dire, quand il se passe une petite chose, c'est la fin du monde. On connaît tous ce collègue-là, qui pour lui, tout est grave, c'est la fin du monde. Si on n'a pas fait cette action-là, on ne peut pas s'en sortir. Et généralement, ce sont des gens qui bloquent l'action et ils se bloquent eux-mêmes. Alors que le fait dont ils parlent, on va lui survivre. Donc, passez-vous en revue, est-ce que vous n'êtes pas catastrophiste? Est-ce que vous ne voyez pas tout en catastrophe? Deuxième mode de pensée qu'il faut surveiller pour ne pas que ça génère des émotions et que ces émotions-là ne soient pas contrôlables, c'est l'idée de tout ou de rien. Il y en a qui pensent que tout est blanc ou noir. Pour eux, il n'y a pas de moitié, il n'y a pas de moitié de choses. Soit c'est blanc, soit c'est noir. Donc, ces façons extrêmes de penser-là conduisent également à des émotions non maîtrisées qui, généralement, produisent des résultats négatifs. Il y a les liseurs d'avenir. Il y en a qui pensent qu'ils connaissent l'avenir. Et donc, dès que vous parlez de quelque chose, ils voient déjà soit la catastrophe dans l'avenir, soit ils embellissent trop l'avenir. Ils veulent et c'est par rapport à cet avenir qu'ils perçoivent là, qu'ils interprètent et qui se génèrent des émotions. Oui, il faut anticiper l'avenir, mais attention à ne pas en faire quelque chose, comme on dit, regarder dans la boule de cristal, vouloir toujours voir ce qui va se passer. Okay? Et puis, surtout quand ils pensent que ça va mal se passer, ils n'arrivent plus à voir les solutions alternatives. Quatrième mode de pensée, ça nous arrive à tous. Une personne vous regarde et puis vous dites « Ah, celui-là, il ne m'aime pas. » Ou « Voici, je sais ce qu'il pense. » Non, 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 la façon dont il m'a regardé, ça veut dire ça. La façon dont il m'a vu, ça veut dire ça. Vous comprenez? Donc, vous soupçonnez les pensées des autres. Vous essayez de leur prêter des pensées que souvent, ces personnes-là n'ont pas. Ah, j'ai appelé, il n'a pas décroché une fois, ça veut dire ça. Ou bien à la réunion, il est passé, il ne m'a pas vu, ça veut dire ça. Ce mode de pensée conduit souvent à de la colère, à du ressentiment et vous biaise vos relations, votre social intelligence, votre intelligence sociale. Il y a la généralisation. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que quelque chose vous est arrivé que ça veut dire toute votre vie ou toute votre être ou toute l'entreprise est comme ça. J'entends souvent des gens dire « Oui, ici, on ne m'aime pas. » Je dis « Ça ne peut pas exister. Tu ne peux pas être dans une entreprise où tout le monde ne t'aime pas. Ce n'est pas possible. Dis simplement que Jean ne m'aime pas, que Pierre ne m'aime pas, mais ne généralisez pas parce que ça va vous envoyer justement dans des émotions négatives. Il n'y a pas d'émotions négatives. On va dire que ça va vous envoyer dans le côté négatif de l'expression de l'émotion. Il y a aussi mettre des étiquettes sur les gens ou sur les choses. Il y a des gens qui sont convaincus, mordicus, que, par exemple, eux, ils n'ont pas la chance. Ils sont convaincus qu'ils ont de la poisse, qu'ils n'ont pas de chance et que tout ce qu'ils vont faire va échouer. Et forcément, ça conduit dans des pensées de tristesse, de dépression, d'amertume. Donc, arrêtez de mettre des labels sur les choses et même sur vous-même. L'autre mode de pensée auquel il faut faire attention, c'est des gens qui exigent toujours, je les appelais les exigeurs.
on me doit ça, on doit me donner ça, il aurait dû faire ça, il aurait pu faire ça. Et toujours, c'est toi qui exiges. Et en te comportant ainsi comme un exigeur, encore une fois, tu vas générer des pensées qui sont à même d'apporter des émotions qui ne vont pas te servir à avancer, qui ne vont pas te servir à te connecter aux autres. L'autre mode de pensée auquel il faut faire attention, ce sont les filtres mentaux. Comme on l'a dit, nous tous, on regarde la vie selon notre expérience. Mais ce n'est que notre expérience, ce n'est pas forcément la vérité. Donc, soyez suffisamment flexible pour accepter une autre interprétation des choses et accepter que la façon dont vous voyez les choses dans votre tête n'est pas forcément la vérité. L'autre mode de pensée à surveiller, c'est tous ceux qui rejettent le positif. C'est-à-dire, ils ne voient que le côté sombre des choses. Ces personnes-là ne voient que le côté sombre des choses. Et en voyant le côté sombre des choses, forcément, on va vers des émotions qui sont plus sombres. C'est-à-dire le manque de confiance, on va aller vers de la colère, on va aller vers de la tristesse, vers de la dépression, on va aller vers de la peur, parce que tout ce qu'on voit, on voit ça en négatif. Donc, on anticipe un danger. Autre mode de pensée, parce qu'on arrive à la fin de notre heure qu'on s'était imparti, c'est l'intolérance à la frustration. Ça veut dire que notre niveau de frustration est trop bas. Il suffit qu'on nous dise quelque chose, il suffit que quelqu'un dise quelque chose de travers, que déjà on est frustré. La vérité, c'est qu'on doit être plus résistant à la frustration que ça. Et le prototype, l'exemple type de la frustration, c'est l'insulte. Vous savez, quelqu'un qui vous insulte, il souhaite que vous soyez frustré. C'est ça son objectif. Donc, quand vous l'êtes, vous ne faites que jouer son jeu. Je dis toujours, c'est comme quelqu'un, pour utiliser cet exemple-là, qu'on cherche à mettre en prison et qui lui-même fuit pour aller se mettre dans la prison. Apprenons à vivre avec la frustration. Un des milliardaires dont j'oublie le nom, une fois s'est fait insulter par un de ses collaborateurs ou en tout cas quelqu'un avec qui il était en affaires, et tout ce qu'il a pu dire, il dit, je peux vivre avec ces insultes-là. Parce que si je ne permets pas qu'elles me touchent, elles ne me toucheront pas. C'est trop facile de lui offrir cette joie-là. Donc, apprenons à quand même avoir un niveau de tolérance à la frustration élevé. Et le dernier mode de pensée, c'est ce qu'on appelle la personnalisation. Ne pensons pas que tout se ramène à nous. Nous sommes le centre de notre vie, mais nous ne sommes pas le centre de la Terre. Et il y a une maladie mentale qui est étudiée en psychologie qui consiste à vraiment croire que tout est à voir avec nous. Et il y a des gens qui sont assis chez eux, qui voient à la télé des événements et qui pensent que ces événements-là sont liés à eux. Et j'ai eu un médecin qui me disait ça. Il disait, c'était un monsieur qui était assis, paix à son âme, l'ancienne maire, Mme Akangui, pour ceux qui connaissent Abidjan, elle était maire d'une commune d'Abidjan pendant très, très longtemps. Et il y a un monsieur qui est assis chez lui. Il dit, et il a été pris en thérapie pour ça, il dit que quand la dame parle à la télé, elle le regarde. C'est qu'elle a des sentiments pour lui. Ça peut paraître risible, mais c'est un mode de pensée. Souvent, on n'arrive pas, nous, à cet extrême-là, mais on a cette tendance à croire que la façon dont il a écrit le mail, le mot qu'il a choisi, où je passe, ils sont en train de rire, c'est de moi qui ris. Non, la Terre ne tourne pas autour de nous. Voilà, chers amis, pour le peu de temps qu'on s'était imparti aujourd'hui. Et merci d'avoir accepté qu'on dépasse le temps pour rattraper les 16 minutes qu'on avait. Je vais m'arrêter là. S'il y a une ou deux questions, on va les prendre et puis on va vaquer à nos occupations. 2-3 questions. S'il y a des commentaires, je suis preneur.
Allô? Quelqu'un peut dire s'il m'entend? Oui, allô? Oui, allô? Oui, vas-y. Oui, bonsoir Patrick. J'aimerais juste partager un fait. Dans mon poste actuel, on a 3 N+1 qui se relaient entre eux en fonction de leur timesheet. D'accord. Et quand je finis un travail, en général, je ne publie pas à tous. J'envoie juste au N+1 et puis s'ils jugent bon de partager, ils partagent à toute l'équipe. Donc, parmi les 3, il y a un, quand il reçoit, et puis il juge que c'est bon, c'est du bon travail, tout de suite, il publie à tous, et puis il ne manque pas de, on va dire, faire des éloges auprès de lui aussi, son N+1, pour que ce dernier-là sache de qui vient le travail. C'est ça. Par contre, les 2 autres, il y en a un qui prend juste le travail, et puis il diffuse à tous, bon, ça s'arrête là. Souvent même, il ne prend pas. Et puis, peut-être 2 semaines, 3 semaines après, il revient pour demander. Et puis, bon, après, souvent, il ne diffuse même pas à tous. Il insère quelque part dans un rapport et puis, ça passe. Donc, c'était juste pour savoir, est-ce que cette façon de procéder, de juste, on va dire, privilégier la diffusion uniquement N+1, c'est une bonne manière de travailler? Bah, écoute, comme on le dit, ton expérience personnelle te donne la réponse. Tu sais, le N+1 qui naturellement va mettre ton travail en avant. Donc, vis-à-vis de lui, je ne crois pas qu'il y ait d'attitude à changer, puisqu'il met naturellement ton travail en avant. L'autre qui n'a pas ce réflexe-là, pour plusieurs raisons, okay? Qui n'a pas ce réflexe de mise en avant de ton travail, si tu veux montrer ton travail, il faudra l'envoyer à lui et puis t'assurer que d'autres personnes sont en copie. Ceux pour qui tu veux rendre ton travail visible. Mais aussi, quand tu fais ça, il faut t'assurer que ton travail soit bon parce que tu passes ce qu'on appelle ton cap de protection et puis tu t'exposes. Donc, si tu es sûr de ton travail, mets en copie ceux que tu estimes devraient voir ce travail-là pour que tu en aies le laurier. OK? Donc, voici un peu ce que je te conseillerais. Donc, il ne faut pas rester enfermé dans « je vais forcément utiliser la même méthode avec chacun ». C'est bien noté. C'est bien noté. Merci, Patrick. Une ou deux questions, un ou deux commentaires, chers amis. Et... j'ai des commentaires disant que le temps imparti est court. On va revoir pour la prochaine fois. On va se parler sur le groupe pour voir quelles sont les heures qui conviennent à tout le monde. Mais on était une bonne audience aujourd'hui. On était un peu plus de 35 personnes. Donc, ce qui fait à peu près un peu plus de 30% du groupe. Donc, je vous remercie. Mettez vos commentaires en chat. Mettez-les dans le groupe. On continue la conversation dans le groupe. Et puis, excellente journée à toutes et à tous. Et à très, très bientôt, chers amis. On continue la conversation dans le groupe. Merci, Patrick. Bon appétit. Merci. Merci, Patrick. Merci, PDG. Merci. Allez, je vais mettre fin au meeting.